Après la naissance prématurée de mon bébé, j'ai envoyé un message au groupe « Nous sommes en soins intensifs néonatal. S'il vous plaît, priez pour nous ». Ma tante a répondu avec des photos de vacances d'Hawaï. Personne n'est venu nous voir. Un mois plus tard, toujours à la cafétéria de l'hôpital, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu 84 appels manqués et le message de mon frère « Réponds ». C'est grave. Je l'ai fait. Je me souviens du moment exact où l'infirmière de l'unité de soins intensifs néonatal m'a dit que je pouvais toucher ma fille pour la première fois. Ça faisait 5 jours qu'elle était née. 5 jours d'alarme, de tube, et à regarder sa petite poitrine se soulever et s'abaisser, derrière une paroi de verre. 1 kilo. Une peau si translucide que je pouvais voir ses veines. Je n'étais pas préparé à ça. Personne ne l'est jamais. On s'imagine qu'on va accoucher, tenir son bébé tout de suite, pleurer, prendre des photos, envoyer des textos à la famille. Au lieu de ça, j'étais assise en silence, à côté de machines que je ne comprenais pas, essayant de garder ma respiration silencieuse, pour ne rien déranger. Et j'étais seul. Pas métaphoriquement, physiquement seul. Personne n'était venu. Pas une seule personne. Ça ne m'a pas frappé d'un coup. Au début, j'ai pensé qu'ils attendaient juste le bon moment. Peut-être qu'ils me laissaient de l'espace. Peut-être qu'ils étaient en route. Mais j'avais envoyé le message. Je l'avais tapé clairement, nous sommes en soins intensifs néonatal. S'il vous plaît, priez pour nous. Simple, honnête, et teinté d'un désespoir silencieux. J'ai fixé l'écran après avoir appuyé sur envoyer, m'attendant à ce qu'il s'illumine d'amour. Une personne a répondu, tante Brenda. 3 photos d'Hawaï ses pieds dans le sable, une pina colada à la main, une photo du coucher de soleil avec la légende, la meilleure vue qui soit. C'est tout. Aucun mot sur le bébé, aucune question, aucune inquiétude, juste des photos de vacances et des hashtags. Je n'ai rien dit. Je voulais crier. Je voulais jeter le téléphone, mais je ne pouvais pas. Ma fille luttait pour respirer, et je devais rester calme. J'étais son ancre. Elle n'avait pas besoin d'une crise de nerfs. Elle avait besoin de moi, stable. Le pire, c'était de savoir que ce n'était pas juste un oubli ponctuel. Personne d'autre dans la famille n'a pris de nouvelles. Pas mon frère, pour qui j'avais une fois conduit 5 heures pour le sortir d'une rupture et d'un bail. Pas ma cousine Lise, qui a pleuré sur mon canapé pendant des semaines quand elle a perdu son travail, et que j'ai laissé payer son loyer plus d'une fois. Pas la fille de Brenda, que j'ai littéralement hébergée dans ma chambre d'amis pendant un semestre, pendant qu'elle se cherchait. Les jours ont passé, puis les semaines. Je suis resté à l'hôpital presque à plein temps. Mon mari était en Oregon, essayant de terminer un contrat de travail qui ne pouvait être rompu sans pénalité financière. Il se sentait impuissant. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que j'allais bien. Mais ce n'était pas le cas. Je mangeais la nourriture de la cafétéria, je me douchais dans le centre familial de l'hôpital, je changeais de vêtements à partir d'un sac de sport, et je regardais mon bébé à travers le verre. Elle avait un nom, Riley. Personne n'a même demandé comment nous l'avions appelée. Le 31e jour, j'étais assise dans mon coin habituel de la cafétéria, tenant une tasse de café froid, faisant défiler les photos de Riley sur mon téléphone. Les infirmières m'avaient aidé à en prendre quelques-unes. Elle avait l'air plus forte, un peu plus grande, toujours branchée à des fils, mais je pouvais voir son esprit maintenant. Quelque chose avait changé. Il y avait de l'espoir. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Mon téléphone s'est allumé. 84 appels manqués. Je me suis figé. Je ne l'avais même pas entendu vibrer avant, je ne l'avais pas senti sonner, juste un écran de notification silencieux qui brillait devant moi, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. La plupart des appels provenaient de mon frère. Son dernier texto disait « C'est grave ». Et d'un coup, j'ai su que quelque chose se préparait, quelque chose d'important. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste posé le café, j'ai pris une profonde inspiration, et je l'ai rappelé. Parce que s'il était enfin temps pour une urgence familiale, ils allaient découvrir ce que signifiait vraiment être seul. Le téléphone a à peine sonné avant que mon frère ne décroche. Sa voix était forte, précipitée, tremblante, comme s'il avait couru. J'entendais du trafic, quelqu'un qui parlait en arrière-plan, une portière de voiture qui claque. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé de nouvelles de Riley.
Il a juste lâché, papa s'est effondré dans l'allée. C'est arrivé il y a 1 heure. Sans prévenir. Il est juste tombé en rentrant les poubelles après la collecte. Le voisin l'a vu, a appelé les urgences, a essayé de le réanimer. Je suis arrivé à l'hôpital juste au moment où il l'emmenait en chirurgie d'urgence. Hémorragie cérébrale. Ils ne sont pas sûrs qu'il va s'en sortir. Je n'ai rien dit au début. J'ai regardé par la fenêtre de la cafétéria, le même trottoir que je regardais tous les matins. J'ai demandé qui était avec lui. Il a dit que maman, Brenda, et quelques cousins s'étaient précipités. Même Lise était là. Bien sûr. Évidemment. Tout le monde pouvait venir quand lui était à l'hôpital. Puis il a dit la partie que je savais qu'il allait dire. Tu dois venir. Maman s'effondre. On a besoin de toi. Pas comment va ta fille? Pas est-ce que tu vas bien? Juste on a besoin de toi. Je lui ai rappelé que j'étais dans cet hôpital depuis 31 jours. Que mon bébé pesait 1 kilo à la naissance. Que j'étais ici, seul, à manger dans des distributeurs automatiques et à dormir sur une chaise pliante, pendant qu'ils continuaient tous leur vie comme si de rien n'était. J'ai demandé s'il se souvenait même du message que j'avais envoyé au groupe de discussion de la famille. Il n'a pas répondu à ça. Il a dit que les choses avaient été chargées. Il a dit que Brenda venait juste de rentrer d'Hawaï. Il a dit qu'il pensait que je ne voulais pas de visiteurs, que je ne voulais pas être submergé. J'ai failli rire, comme si le silence n'était pas plus submergent que n'importe quoi d'autre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit que je ne quitterais pas Riley. Pas maintenant. Pas pour ça. Je souhaite le meilleur à papa, et je le pensais. Mais il devrait se débrouiller sans moi cette fois-ci. Puis j'ai raccroché. Il a rappelé en quelques secondes. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Il a ensuite envoyé un texto, un mur de messages, certains suppliants, d'autres culpabilisants, d'autres simplement décousus. Je suis resté assise là, à lire chacun d'eux, puis j'ai commencé à les supprimer lentement, un par un. Ce n'était pas de la rage que je ressentais, ni même de la trahison, juste une certitude froide et tranchante. Pendant des années, j'avais soutenu cette famille. J'étais celle qui réparait tout, la pacificatrice, celle sur qui ils comptaient quand les choses tournaient mal. Je payais des choses sans qu'on me le demande. Je me souvenais des anniversaires qu'ils oubliaient. Je n'ai jamais dit non, pas une seule fois, quand quelqu'un avait besoin d'aide. Mais ils m'ont laissé seul, quand ma fille était sous assistance respiratoire. Ils m'ont laissé m'asseoir à côté d'un incubateur, jour et nuit, sans me demander comment je survivais à ça. Alors, c'en était fini. J'ai coupé la sonnerie, j'ai glissé mon téléphone dans ma poche, et je suis monté à l'étage. Riley dormait, les bras légèrement écartés, comme si elle flottait. Son rythme cardiaque était régulier. Elle respirait sans la machine pour la première fois. L'infirmière m'a dit que nous allions probablement bientôt essayer le biberon. Je suis resté là, à la regarder, et j'ai senti cela s'installer en moi. Je ne devais plus rien à personne. Il pouvait supplier, appeler, pleurer. Ça n'aurait pas d'importance. Quelle que soit la tempête qui les attendait, ils devraient l'affronter sans moi. Parce que je n'étais plus leur filet de sécurité. J'étais la mère de ma fille, et j'en avais fini de sauver des gens qui ne se présentaient même pas quand ça comptait. Les 2 jours suivants, j'ai eu l'impression d'être sous l'eau, tout était silencieux, assourdi, lourd. Mon téléphone n'a pas sonné. Personne n'a envoyé de texto. Ni à propos de papa, ni à propos de quoi que ce soit d'autre. Après ce déluge d'appels manqués et de messages, c'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et coupé les fils. C'était presque impressionnant de voir à quelle vitesse il pouvait disparaître à nouveau, quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Je n'ai pas non plus cherché à les contacter. Ni pour savoir si papa s'en était sorti de l'opération, ni pour vérifier si maman allait bien. Je me suis assise dans l'unité de soins intensifs néonatales, comme je l'avais fait pendant 1 mois, à regarder Riley dormir dans son petit nid de couverture et de fil, à observer les moniteurs clignoter et ronronner, et j'ai attendu. Je leur ai donné une chance de me montrer qu'ils étaient sincères. De poser des questions sur elle, sur moi. Personne ne l'a fait. À la place, Riley a pris 100 grammes. C'est ça qui comptait. On la sevrait enfin de l'oxygène. Elle ouvrait les yeux plus longtemps, enroulait toute sa main autour de mon petit doigt. Chaque fois que je la voyais se battre, je me sentais plus forte.
Puis, 2 jours et demi plus tard, Brenda est apparue. Je l'ai appris par une des infirmières. Elle n'a pas appelé à l'avance, n'a pas envoyé de texto, elle est juste entrée, les lunettes de soleil encore sur le nez, tenant un petit sac de course comme si elle déposait un cadeau de pendaison de crémaillère. Elle n'a pas demandé à voir Riley. Elle n'a pas demandé où j'étais. Elle a juste laissé des biscuits hors de prix à l'infirmière et est partie. C'était son grand geste. Plus tard dans la journée, mon frère a de nouveau envoyé un texto. Alors, tu coupes les ponts avec tout le monde maintenant? Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai fixé le message pendant un long moment. J'ai pensé aux heures que j'avais passées à l'aider à refaire son CV quand il a perdu son travail, aux prêts que je lui ai accordés quand sa voiture est tombée en panne, aux frais de scolarité, aux livraisons de courses quand sa femme était malade. Et pas une seule fois je ne le lui ai reproché, je ne l'ai jamais fait se sentir petit d'avoir besoin d'aide. J'ai répondu, vous m'avez laissé seul quand ma fille luttait pour sa vie. Je fais juste ce que vous m'avez appris. Puis je l'ai bloqué, et quelque chose en moi s'est mis en place. Cette nuit-là, après que Riley se soit endormi, je me suis connecté au compte de scolarité que j'avais créé pour mon neveu, j'ai annulé les paiements automatiques et j'ai supprimé la carte associée. Je n'ai prévenu personne. Je n'ai pas laissé de mots. Laissez les factures arriver. Laissez l'école l'appeler. J'ai ouvert une autre application et j'ai arrêté l'aide au loyer mensuel que j'envoyais à Lise depuis mars. Elle ne m'avait jamais demandé directement, elle avait juste laissé entendre ses difficultés, et j'étais intervenu. Plus maintenant. Le lendemain matin, Lise m'a envoyé un message. Salut, est-ce que le paiement n'est pas passé? Je vérifie juste. Le loyer est bientôt dû. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, Brenda m'a envoyé une photo de fleurs dans un vase avec la légende « Je pense à toi et au bébé », suivi d'un cœur et d'un emoji soleil. Je l'ai supprimé sans lire le reste. À la fin de la journée, 3 numéros inconnus m'avaient appelé, probablement des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois, se souvenant soudainement de mon existence. Je n'ai pas décroché. Je savais déjà ce qu'ils voulaient. Quand les gens réalisent que la personne sur laquelle ils comptaient s'est éloignée, ils ne réfléchissent pas. Ils s'agitent. Ils parlent. Ils déforment l'histoire. Ils essaient d'arranger les choses. Non pas parce qu'ils s'en soucient, mais parce que le soutien qu'ils pensaient d'infini a soudainement disparu. Cela les fait paniquer. Non pas parce que vous leur manquez, mais parce que la version de vous qui disait toujours oui leur manque. Mais cette version de moi a disparu le jour où je me suis assise seule dans cette unité de soins intensifs néonatales avec Riley et que j'ai lu la légende de vacances de ma tante. Au lieu d'un message disant « Nous sommes là. Nous t'aimons. On s'occupe de toi ». Ils ont pris une décision ce jour-là. J'ai juste suivi leur exemple. Et maintenant, pendant qu'ils s'agitaient, je me concentrais sur ce qui comptait vraiment, Riley respirait toute seule. Elle avait pris 50 grammes de plus. L'infirmière m'a laissé la tenir pendant 1 heure entière. Et pour la première fois depuis longtemps, le poids que je portais, leur poids a commencé à tomber de mes épaules, morceau par morceau. L'hôpital commençait à ressembler à une seconde maison. Je savais quels distributeurs automatiques se bloquaient toujours, quelles infirmières aimaient le jazz, et lesquelles donnaient les meilleures nouvelles sans enjoliver les choses. Riley prenait du poids rapidement. Ses petits doigts serraient les miens plus longtemps chaque jour, et les médecins avaient commencé à parler de sa sortie dans quelques semaines. Il y avait encore beaucoup d'obstacles à surmonter, mais nous étions enfin dans un rythme qui n'incluait pas ma famille. Puis, de nulle part, mon téléphone a vibré avec un message qui m'a fait faire une pause. C'était de mon grand-père. Pas un emoji cœur, pas une chaîne de prière transférée, juste « Appelle-moi ce soir ». Seul. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Il n'était jamais du genre à s'impliquer dans des disputes mesquines ou des drames familiaux. Il était silencieux, de la vieille école, mais tout le monde le respectait. Quand il parlait, les gens écoutaient. Toujours. Je l'ai appelé cette nuit-là, après que Riley se soit endormi, et je suis sorti sur un banc près de l'entrée des urgences. Il a répondu immédiatement. Pas de bavardage. Il a dit qu'il savait tout. Il savait que personne n'était venu, que Brenda était partie en vacances, que mon frère appelait maintenant tout le monde dans la famille, se plaignant que j'étais devenue froide. Il a dit qu'il avait vu les messages du chat de groupe. Je n'ai pas demandé comment. Je m'en fichais. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il était en train de réécrire son testament.
Il n'a même pas essayé d'adoucir les choses, il m'a simplement dit qu'il en avait marre de la façon dont tout le monde se comportait, tournant autour de lui, faisant semblant de se soucier, lorgnant sur l'héritage, ne donnant rien en retour. Il a dit qu'il observait cela depuis des années, mais ça ce qu'il nous avait fait, à moi et à Riley c'était la goutte d'eau. Il m'a dit qu'il avait déjà rencontré son avocat. Il laissait la maison, la propriété du Vermont, les investissements, tout à Riley. Pas à moi, à elle. Parce qu'elle, a-t-il dit, était la seule innocente qui restait dans la famille, la seule qui méritait un nouveau départ propre. Je suis restée assise là, en silence, clignant des yeux face au lampadaire au-dessus du banc. Je lui ai dit que je n'attendais rien. Que je ne faisais rien de tout cela pour de l'argent. Il a dit qu'il le savait. C'est pourquoi ça lui revenait à elle. Et puis, comme s'il lisait dans mes pensées, il a dit, il pense que tu as besoin d'eux, mais tu es la seule à maintenir cette famille unie. Au moment où tu as arrêté de les porter, tout a commencé à s'effondrer. Nous n'avons pas dit grand-chose après ça, juste un au revoir silencieux. Le lendemain matin, je me suis réveillé au milieu du chaos dans le chat de groupe. Des captures d'écran, une photo floue d'un document juridique tapé, Lise demandant si c'était une blague, Brenda paniquant en majuscules, mon frère envoyant des points d'interrogation. Personne n'a mentionné Riley. Personne n'a demandé comment nous allions. Tout tournait autour de l'argent, de la propriété, de ce qui est juste, et de qu'est-ce qu'elle lui a dit. Apparemment, mon grand-père avait convoqué une réunion de famille chez lui, sans dire pourquoi. Tout le monde s'est présenté, pensant probablement qu'il allait annoncer quelque chose sur une réduction de train de vie ou distribuer des cadeaux en avance. Au lieu de cela, il a distribué des dossiers contenant le Nouveau Testament, puis s'est levé et a quitté la pièce. Il ne l'a pas expliqué. Il n'a pas demandé d'avis. Il a simplement rendu la chose définitive. Brenda était furieuse. Lise a envoyé un message passif-agressif sur l'honneur de la tradition familiale. Mon frère a essayé de m'appeler en FaceTime 2 fois. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis assise avec Riley sur le fauteuil de l'unité de soins intensifs néonatale, la tenant près de moi pendant qu'elle faisait la sieste contre ma poitrine. Son petit moniteur cardiaque bipait, régulier et lent. Je pouvais sentir sa chaleur, le poids d'elle commençant enfin à se sentir réel dans mes bras. Le vrai poids que je portais n'était pas financier. Il ne s'agissait pas d'héritage. C'était ceci, le fardeau silencieux et épuisant d'être celle qui se présentait encore et encore, pendant que tout le monde prenait. Maintenant, le poids avait changé de camp. La famille ne comprenait pas encore. Ils pensaient que c'était une question d'argent, que j'avais en quelque sorte retourné notre grand-père contre eux. Mais ce n'était pas une vengeance. C'était le coup de leur choix. Et ce n'était pas encore fini, car je ne leur avais même pas encore parlé de la deuxième partie de ce que je prévoyais ensuite. J'ai attendu 3 jours de plus avant de dire quoi que ce soit. J'ai laissé les messages s'accumuler. J'ai laissé la panique s'installer. Mon frère a envoyé une autre douzaine de textos, certains en colère, d'autres feignant le calme, comme s'il essayait de raisonner avec moi. Brenda a changé de tactique et m'a envoyé un mémo vocal sur le fait que la famille doit rester unie, surtout pour le bien de Riley. Lise a demandé si nous pouvions parler, juste entre filles, ce qui était risible, étant donné qu'elle n'avait pas dit un mot quand j'étais seul en soins intensifs néonatal avec un bébé prématuré qui luttait pour respirer. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que pendant qu'ils se disputaient au sujet d'un testament, j'étais occupé à planifier toute autre chose. Riley allait mieux, plus forte chaque jour, et j'avais parlé à l'assistante sociale de l'hôpital, rassemblant discrètement les documents pour quelque chose qu'il n'aurait jamais cru que je ferais réellement. Je déménageais. Pas de l'autre côté de la ville, de l'autre côté du pays. Un poste s'était libéré à l'hôpital pour enfants du Colorado, où mon mari venait de se voir offrir un poste permanent. Le poste était à temps partiel, flexible, et comprenait une prime de déménagement. Mieux encore, il incluait une place dans leur programme de suivi des soins intensifs néonatales pour Riley, ce qui signifiait que nous bénéficierions de soins continus de la part de spécialistes qui savaient déjà comment s'occuper de bébés comme elle. Je n'ai rien dit à personne, sauf à mon mari et à l'infirmière qui était avec moi depuis le premier jour. Personne d'autre n'avait besoin de cette information. 2 jours avant notre vol, j'ai finalement répondu au chat de groupe. Pas avec des mots, juste une photo, Riley dans un nouveau pyjama, endormie dans son siège auto, et derrière elle, 2 valises faites et fermées. Brenda a répondu la première, « Où vas-tu » Lise a suivi, « Attends, qu'est-ce que c'est » Tu déménages.
Le message de mon frère est arrivé en dernier, tu fais ça sérieusement? Après tout? Après tout. Comme si c'était moi qui avais disparu. Comme si c'était moi qui avais laissé quelqu'un d'autre derrière dans un lit d'hôpital. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, la chambre d'hôpital a été vidée, Riley a eu son congé, et nous étions dans un avion. Juste moi, mon mari, et notre fille. Je l'ai tenue pendant tout le vol. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, à l'hôtel près de notre nouvel appartement, mon mari a ouvert son téléphone, a fait défiler les messages de ma famille, et m'a demandé si je voulais les bloquer. J'ai dit, pas encore, parce que je voulais qu'ils voient à quoi ressemblait la vie sans moi. Et ils l'ont vu. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à poster juste quelques photos discrètes sur les réseaux sociaux, la première sieste de Riley dans son nouveau berceau, son contrôle à nouvel hôpital, une vidéo d'elle souriant au ventilateur de plafond comme si c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Les commentaires ont commencé à affluer. Pas d'eux. Ils sont restés silencieux, à observer. Mais je pouvais le voir, les vues, les visites de profil, la surveillance silencieuse de personnes qui réalisaient lentement qu'elles ne faisaient plus partie de l'histoire. Et puis, c'est arrivé. Une lettre est arrivée, manuscrite de mon grand-père. Il a dit qu'il était fier de moi. Il a dit qu'il ne l'avait pas encore dit aux autres, mais qu'il avait fait un autre changement. La fiducie était divisée plus tôt, pas seulement dans le testament. La part de Riley serait transférée dans un fonds d'éducation, accessible uniquement à elle. Aucun co-signataire, aucun membre de la famille ne pouvait y toucher. Il a écrit, ils ont pris ta gentillesse pour acquise. Maintenant, ils verront ce qui se passe quand cette gentillesse va ailleurs. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié et je l'ai glissé dans la boîte à souvenirs de Riley, juste à côté de la photo d'elle dans cet incubateur de soins intensifs néonatal. La famille ne s'est pas effondrée immédiatement, mais petit à petit, les choses ont commencé à déraper. Lise a posté sur le besoin d'aide pour le loyer. Brenda a laissé entendre qu'elle vendait son appartement. L'enfant de mon frère a été retiré de l'école en milieu de semestre. Je n'ai célébré rien de tout cela. Je n'ai même pas répondu, parce que la vérité, c'est que je n'étais plus en colère. J'étais libre. Ça a commencé lentement. Quelques j'aime sur de vieilles photos Instagram, quelques commentaires vagues sur les mises à jour de Riley. Rien de direct, juste assez pour tâter le terrain. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence parler. Mais ensuite, environ 6 semaines après notre déménagement, Lise a craqué la première. Elle m'a envoyé un email de 5 paragraphes, dont la plupart tournaient autour du mot « désolé », comme si c'était un champ de mine. Elle a écrit sur la difficulté des choses et sur le fait que personne ne savait vraiment à quel point c'était grave. Elle a dit qu'elle avait pensé à Riley et espérait qu'un jour, ils pourraient se reconnecter en tant que famille. À la fin, elle a ajouté « J'adorerais la connaître. Je pense qu'elle mérite de connaître ses racines. » Racines. Elle ne voulait pas dire l'histoire. Elle voulait dire l'accès. Elle voulait dire la proximité de Riley, de l'argent, de la vie qu'elle pouvait voir de l'extérieur. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, une boîte est arrivée à ma porte. Pas d'étiquette de retour, mais j'ai reconnu l'écriture sur la carte avant même de l'ouvrir. Brenda. À l'intérieur, il y avait des vêtements de bébé, tous trop grands, et un ours en peluche avec un ruban doré qui sentait encore légèrement le parfum. La carte disait, pour ma petite princesse, avec tout l'amour de ta grand-tante Brenda. Laissons le passé derrière nous. J'ai remis l'ours dans la boîte, je l'ai refermé, et je l'ai mise dans le placard du couloir. Puis mon frère. Il n'a pas envoyé de message. Il n'a pas écrit. Il s'est présenté. J'ai reçu la notification de ma sonnette de porte vidéo pendant que je nettoyais des biberons. Il était juste là, les mains dans les poches de sa veste, regardant la porte comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle était réelle. J'ai hésité. J'ai pensé à l'ignorer, mais quelque chose en moi voulait voir ce qu'il dirait en face à face. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air mal en point. Pas malade, juste usé, comme quelqu'un qui n'a plus d'excuses. Il a dit qu'il était de passage, même si nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Je n'ai rien dit. Puis est venu, je voulais juste te voir. Alors, j'ai attendu. Il a finalement dit ce pourquoi il était venu. Tu nous manques. J'ai laissé ça flotter dans l'air entre nous pendant une longue seconde. Puis, je lui ai dit, je ne te manque pas.
La version de moi qui payait tes factures, qui ramassait les morceaux, et qui empêchait tout de s'effondrer te manque. Il n'a pas nié, il a juste baissé les yeux. Puis il a dit, maman a demandé de tes nouvelles. Elle est confuse. Elle pense que tout cela n'est qu'un malentendu. J'ai demandé si elle était confuse quand Riley était en soins intensifs néonatal et que personne n'est venu. Il n'a pas répondu à ça non plus. Il m'a regardé comme s'il voulait dire autre chose. Peut-être supplier, peut-être se déchaîner, mais il ne l'a pas fait. Il a hoché la tête une fois et s'est retourné. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée derrière lui. Cette nuit-là, je me suis assise dans la chambre d'enfant pendant que Riley dormait sur ma poitrine, sentant le doux rythme de sa respiration. La lueur de sa veilleuse remplissait la pièce, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la paix. Il pouvait essayer tous les angles. La culpabilité, la nostalgie, la fausse chaleur. Ça n'avait pas d'importance, parce que j'avais finalement compris. L'amour ne se prouve pas dans les urgences. Il se prouve dans les jours tranquilles qui suivent, quand il n'y a plus de drame à résoudre et pas de public à impressionner. C'est dans qui se présente et qui disparaît. Ma famille m'a montré qui ils étaient quand ils ne se sont pas présentés du tout. Alors, j'ai arrêté d'attendre. J'ai commencé à construire un nouveau cercle. Des amis discrets qui apportaient de la soupe sans demander. Un voisin qui aidait à monter les courses dans les escaliers. La femme d'un collègue de mon mari qui a déposé des vêtements pour prématurer qui allait vraiment. Ces personnes n'avaient aucune obligation, aucune attente cachée. Et d'une manière ou d'une autre, elles ont montré plus d'amour que ceux avec qui je partageais mon sang. Les mois ont passé. Riley a continué de grandir. Ses joues se sont arrondies. Son rire est venu facilement. Le médecin a dit qu'elle s'épanouissait. Et c'était le cas. Un matin, je me suis réveillé avec un message vocal de mon grand-père. Il a dit, ils ne comprennent toujours pas, mais ce n'est plus ton fardeau. Il avait l'air fatigué, mais content, comme s'il avait pris sa décision et qu'il était en paix avec elle. Cette même semaine, mon mari et moi avons emmené Riley dans un chalet à la montagne pour le week-end. Nous avons laissé nos téléphones dans un tiroir. J'ai regardé le soleil se lever sur des sommets enneigés avec ma fille blottie contre ma poitrine, et j'ai réalisé quelque chose. Ils voudront toujours revenir. Ils testeront toujours les limites. Mais je me souviendrai toujours du silence dans cette chambre de l'unité de soins intensifs néonatale, celle remplie non pas par des étrangers, mais par l'absence de personnes qui auraient dû être là. Et je n'oublierai jamais ce que cela m'a appris. Toutes les familles ne méritent pas une seconde chance. Certaines méritent juste une porte fermée. Mon frère a réessayé 2 semaines plus tard, cette fois par un long email. C'était un mélange d'excuses et de justifications. Il a dit qu'il ne savait pas à quel point c'était grave, qu'il pensait que je voulais de l'intimité. Il a même écrit qu'il priait pour Riley tous les soirs. Mais les prières et le silence ne vous tiennent pas la main dans une cafétéria d'hôpital. Les prières ne vous nourrissent pas quand vous survivez avec des crackers de distributeurs automatiques. Les prières ne vous regardent pas dans les yeux et ne disent pas « Je suis là ». Je n'ai pas répondu. Brenda, cependant, elle n'abandonnait pas si facilement. Elle a envoyé un autre paquet. Cette fois, des livres pour enfants, du genre avec des pages glacées et des châteaux en relief. La note à l'intérieur disait, pour Riley, parce que chaque princesse mérite une fin de conte de fées. J'ai failli rire. Les contes de fées ne commencent pas par l'abandon. J'ai rangé les livres dans un tiroir que Riley n'ouvrirait pas avant d'être assez grande pour comprendre. Si elle voulait les lire un jour, elle le pourrait, mais il ne réécrirait jamais l'histoire de leur provenance. Puis Lise a appelé, un numéro que je n'ai pas reconnu au début, mais sa voix était indubitable, douce, répétée, comme si elle s'était entraînée dans le miroir. Elle a dit que je lui manquais, que nous lui manquions. Elle a dit qu'elle avait réfléchi et qu'elle avait réalisé à quel point tout cela était injuste. Et pendant une seconde, j'ai failli la croire. Mais ensuite, elle l'a dit. Nous sommes toujours une famille. Riley mérite de savoir d'où elle vient. Le voilà de nouveau. Ce mot, mérite. Comme si la famille était un prix que l'on vous remet après avoir disparu quand ça comptait le plus. J'ai mis fin à l'appel sans rien dire. Et je ne me suis pas senti coupable, parce qu'à ce moment-là, j'avais compris quelque chose. La famille, ce n'est pas une question d'ADN. C'est une question de présence. C'est une question de qui se présente, pas de qui partage votre lignée.
J'ai commencé à consacrer mon énergie aux personnes qui le faisaient réellement. Le voisin qui a déneigé notre allée après une tempête de neige sans demander. L'infirmière qui prenait encore des nouvelles chaque semaine, même après la sortie de Riley. L'inconnu à l'épicerie qui, me voyant jongler avec un sac à langer et un nourrisson en pleurs, m'a offert un sourire et m'a dit « Vous vous débrouillez à merveille, maman ». C'étaient ces personnes qui remplissaient les espaces que ma famille avait laissés vides. Et je les ai laissés faire. Riley rampait maintenant, riant si fort que tout son corps tremblait. Chaque fois que je la regardais, je voyais la preuve que l'amour, le vrai amour, n'a pas besoin d'un arbre généalogique pour s'épanouir. Il a juste besoin de racines, fortes, stables et choisies. Un après-midi, en berçant Riley pour l'endormir, j'ai repensé à ce tout premier message que j'avais envoyé, « Nous sommes en soins intensifs néonatales. S'il vous plaît, priez pour nous. » Le silence qui a suivi m'avait autrefois brisé. Maintenant, il me définissait. Parce que le silence parle. Il vous dit exactement qui s'en soucie et qui non. Et les personnes qui ont répondu par le silence, elles m'ont appris la leçon la plus précieuse de toutes, que je pouvais survivre sans elles, que je pouvais être entière sans elles, que Riley et moi pouvions construire quelque chose de plus fort, de plus sûr et de plus honnête que la version creuse de la famille qu'elles offraient. Des semaines plus tard, une autre lettre est arrivée de mon grand-père. Celle-ci était plus courte, juste une seule page. Il a écrit « Lisa, tu as fait ce que je n'ai pas pu. Tu as coupé la corde. Tu t'es sauvée, toi et ton enfant. J'aurais aimé avoir eu le courage de faire la même chose il y a des années. Ne regarde jamais en arrière. Avec tout mon amour, papy. » J'ai pleuré en la lisant. Non pas de chagrin, mais de soulagement. Quelqu'un m'avait vu. Quelqu'un avait compris. Et même si ce n'était qu'une seule personne, c'était suffisant. Le reste d'entre eux pouvait s'agiter, déformer l'histoire, me peindre comme froide, égoïste, ingrate. Laissez-les faire. Je connaissais la vérité. Riley connaîtrait la vérité. Et la vérité était simple, je n'ai pas fermé la porte à la famille. Ce sont eux qui l'ont fermée en premier. Tout ce que j'ai fait, c'est la verrouiller et jeter la clé. Cette nuit-là, j'ai tenu Riley près de moi, j'ai senti sa petite poitrine se soulever et s'abaisser contre la mienne, et j'ai murmuré dans ses cheveux, « Tu ne sauras jamais ce que c'est que d'être abandonné par les personnes qui devraient t'aimer le plus. Pas tant que je suis là. Pas tant que je suis ta mère. » Et à ce moment-là, j'ai senti le dernier poids se soulever de mes épaules. Pas d'amertume, pas de colère, juste de la liberté. Parce que parfois, l'amour le plus fort ne concerne pas qui est censé se présenter. Il s'agit de qui le fait réellement. Et en regardant Riley, ses cils flottant dans son sommeil, son petit poing serré contre ma chemise, j'ai su avec une certitude absolue quelle était toute la famille dont j'avais besoin. Les mois se sont écoulés, suivant un nouveau rythme. Les joues de Riley se sont remplies, ses cheveux ont commencé à boucler, et son rire a rempli chaque recoin de notre nouvelle maison. La vie n'était pas facile, mais elle était à nous. Et je chérissais chaque moment ordinaire, les changements de couches, les tétés de minuit, les longues promenades en poussette où le monde semblait à la fois trop grand et finalement assez petit pour tenir dans mes mains. Le silence de ma famille persistait en arrière-plan, mais il ne résonnait plus en moi. Il était juste là, un rappel, pas une blessure. Jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. C'était en fin d'après-midi. Je berçais Riley dans son fauteuil quand le son a retenti dans le silence. Je me suis figé. J'ai vérifié le moniteur. Puis la sonnette de la porte vidéo a sonné. Brenda, debout sur mon porche, tenant un bouquet de fleurs de supermarché. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, usée, mais portant toujours cet air familier de performance, comme si tout ce qu'elle faisait était mis en scène pour un public. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle est restée 5 minutes, se balançant d'un pied sur l'autre, puis a finalement posé les fleurs et s'est éloignée. 1 heure plus tard, un texto a vibré. « Lisa, s'il te plaît. Nous voulons juste voir Riley. Ne la punis pas en nous la tenant à l'écart. » Je l'ai regardé pendant un long moment avant de le supprimer, parce que la vérité, c'est que Riley n'était pas punie. Elle était protégée. Protégée du cycle de l'amour conditionnel de personnes qui ne se présentaient que lorsqu'il y avait quelque chose à gagner. Protégée du même poids que j'avais porté toute ma vie. 2 semaines plus tard, Lisa a réessayé. Cette fois avec une carte glissée dans le sac à langer de Riley après la garderie. Le devant avait des ballons pailletés, et à l'intérieur était griffonné « Vous nous manquez toutes les deux.
Recommençons à zéro. Recommençons à zéro. Comme si le premier chapitre n'avait pas déjà été écrit dans le silence et l'absence. J'ai plié la carte en deux et je l'ai glissée au fond d'un tiroir. Pas pour la conserver, pas pour la relire, juste pour que Riley ne tombe jamais accidentellement dessus des années plus tard et se demande si elle avait fait quelque chose de mal. Parce que ce n'était pas le cas. Le seul tort était le leur. Et puis est venu mon frère. Pas avec des fleurs, pas avec une carte, mais avec le désespoir. Il s'est de nouveau présenté, cette fois en martelant la porte comme si la maison était en feu. Lisa, allez. Ouvre la porte. On doit parler. Je n'ai pas bougé. À travers la caméra, je l'ai regardé faire les 100 pas, se frotter le visage, marmonner pour lui-même. Finalement, il a crié, très bien. Mais ne dis pas que je n'ai pas essayé. Tu fais une erreur en nous coupant de ta vie. Riley aura besoin d'une famille un jour, et quand ça arrivera, tu le regretteras. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Et puis il est parti. Je suis resté là pendant un long moment, Riley pressé contre ma poitrine, son petit cœur battant régulièrement contre ma peau. Et j'ai murmuré, elle a déjà une famille. Elle m'a moi. À partir de ce moment-là, les tentatives ont ralenti. Plus de coups à la porte, plus de fleurs, juste le message occasionnel suspendu sans réponse dans le vide. Mais j'ai remarqué autre chose. Il regardait. Chaque publication, chaque mise à jour que je partageais des moments tranquilles des premiers pas de Riley, ses rires au parc, sa bougie d'anniversaire vacillante, ils étaient là, silencieux, invisibles, mais présents. Ça ne me dérangeait plus. S'il voulait regarder de l'extérieur, qu'il le fasse, car c'était exactement là où ils appartenaient. Le vrai cadeau n'était pas l'héritage, ni la fiducie, ni même le soulagement de bloquer leur numéro. Le vrai cadeau, c'était la paix qui s'est installée une fois que j'ai cessé de porter leur poids. La paix de construire une vie définie non pas par qui m'a abandonné, mais par qui est resté. Et Riley, elle s'est épanouie. Elle a grandi en force, en joie, en une petite fille dont le premier mot fut « maman », murmuré dans le calme d'un matin où le soleil venait juste de percer à travers les stores. J'ai pleuré alors, non pas de tristesse, non pas de perte, mais parce qu'après tout, après le silence et l'absence et les portes fermées à mon nez, j'étais toujours là. Nous étions toujours là. Et nous étions entières. Des mois plus tard, j'ai reçu une dernière lettre de mon grand-père. Son écriture était tremblante maintenant, inégale. Il a écrit, « Lisa, tu as fait ce que je n'ai pas pu. Tu as coupé la corde. Tu t'es sauvée, toi et ton enfant. J'aurais aimé avoir eu le courage de faire la même chose il y a des années. Ne regarde jamais en arrière. Avec tout mon amour, papy. » J'ai pleuré en la lisant. Non pas de chagrin, mais de soulagement. Quelqu'un m'avait vu. Quelqu'un avait compris. Et même si ce n'était qu'une seule personne, c'était suffisant. Le reste d'entre eux pouvait s'agiter, déformer l'histoire, me peindre comme froide, égoïste, ingrate. Laissez-les faire. Je connaissais la vérité. Riley connaîtrait la vérité. Et la vérité était simple, je n'ai pas fermé la porte à la famille. Ce sont eux qui l'ont fermée en premier. Tout ce que j'ai fait, c'est la verrouiller et jeter la clé. Cette nuit-là, j'ai tenu Riley près de moi, j'ai senti sa petite poitrine se soulever et s'abaisser contre la mienne, et j'ai murmuré dans ses cheveux, « Tu ne sauras jamais ce que c'est que d'être abandonné par les personnes qui devraient t'aimer le plus. Pas tant que je suis là. Pas tant que je suis ta mère. » Et à ce moment-là, j'ai senti le dernier poids se soulever de mes épaules. Pas d'amertume, pas de colère, juste de la liberté. Parce que parfois, l'amour le plus fort ne concerne pas qui est censé se présenter. Il s'agit de qui le fait réellement. Et en regardant Riley, ses cils flottant dans son sommeil, son petit poing serré contre ma chemise, j'ai su avec une certitude absolue qu'elle était toute la famille dont j'avais besoin.